Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture indépendante à travers le prisme du mauvais genre souvent, du décalé, de l'étrange ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous présenter. Aujourd'hui on termine notre série des tops de l'année. Si vous l'aviez loupé, je vous mets le lien juste ici des meilleurs BD de l'année 2020 selon moi. Et je vais tenter de vous présenter au mieux ce qui m'a le plus séduit au cinéma cette année, avec les critères évidemment subjectifs de ma culture personnelle, mon amour de la série B et du film indé. C'est parti. Je commence avec le film qui a fait beaucoup de bruit en cette fin d'année à raison, c'est Adieu les cons d'Albert Dupontel. Vu juste avant le début du deuxième confinement au cinéma, j'attends sa ressortie pour pouvoir y retourner. On y suit le très beau personnage de Sustrapé, 43 ans, coiffeuse, qui apprend qu'il ne lui reste plus que peu de temps à vivre, ayant développé une maladie auto-immune du fait des produits qu'elle utilisait dans son salon. Elle se met alors en quête de l'enfant qu'elle a accouché sous X au sortir de l'adolescence. C'est lors de sa recherche qu'elle croise la destinée de JB, un informaticien de génie qu'on met injustement de côté pour embaucher de jeunes diplômés qui tentent de se suicider avec un gros fusil, avec pour dernier mot « Adieu les cons ». Heureusement pour nous, il fait une fausse manipulation et au lieu de tirer sur lui, c'est le mur qui a tout pris, ainsi que le bras d'un collègue malchanceux. Sus, qui a tout vu, y voit une opportunité pour retrouver son enfant disparu. Adieu les cons est une aventure incroyable, celle de personnages que la société trouve dépassés, ratés, des personnages qui n'attendent plus rien de la vie et qui vont trouver une lueur d'espoir lorsqu'ils vont se rencontrer. Devant ce film, j'ai ri, j'ai pleuré et je me suis énormément amusée. Dupontel fabrique une épopée drôle et tumultueuse pour ses personnages dramatiques et les rend à la fois tragiques et comiques. J'ai trouvé à chaque instant, à chaque dialogue, une justesse folle, et dans l'écriture et dans le jeu. La comédie ne tombe jamais dans la lourdeur, le potache. Le drame ne se laisse jamais envahir de pathos. Il oscille subtilement entre les deux. Et même quand la naïveté du réalisateur pour parler d'amour est exagérée, elle est tant assumée et maîtrisée qu'on ne peut qu'applaudir la prouesse de l'équipe du film. Quel bonheur cette séance ciné! Le deuxième film qui m'a beaucoup touchée cette année, c'est Dans un jardin qu'on dirait éternel de Tatsushi Omori. On y découvre le doux quotidien de Noriko qui mène une vie simple avec ses parents à Yokohama. Hésitante sur ses choix de vie et son devenir, elle fuit souvent les impulsions de sa cousine Michiko qui saisit la vie et semble toujours très déterminée dans ce qu'elle fait. C'est en l'accompagnant dans une de ses dernières aspirations que Noriko va découvrir l'art de la cérémonie du thé et prendre des cours chaque semaine pour une durée indéterminée. Et c'est à travers ces cours que va se réveiller quelque chose en elle de très particulier. En effet, quand ses préparations à la cérémonie du thé, avec des gestes inlassablement répétés, pourraient paraître dénués de sens et un peu niais, elle y décèle de bien belles leçons de vie. Chaque saison comporte son nouveau geste, et les termes et poèmes qui l'accompagnent s'en trouvent imperceptiblement changés, excepté pour l'amateur habitué que deviendra Noriko. Elle et les spectateurs comprennent alors l'importance de chaque chose, de prendre le temps d'aborder chaque petit changement et de profiter de l'instant présent. Et la thématique principale du film n'est pas la cérémonie du thé, mais plutôt les petits bonheurs qui constituent le quotidien. Presque contemplatif, Dans un jardin qu'on dirait éternel est un très beau poème sur le bonheur d'être en vie. Il y a un autre petit bijou de culture japonaise dont je dois vous parler, ce coup-ci beaucoup plus indé, c'est Little Zombies de Makoto Nagahisa. Il raconte l'histoire de 4 enfants qui se rencontrent à la crémation de leurs parents, tous décédés quasiment en même temps, qui décident à l'unisson de monter un groupe de rock et fuir leurs familles respectives. À partir de ce point, le film va prendre la forme d'un jeu vidéo, passion de l'un de nos petits protagonistes, et être chapitré par niveau, comme si les personnages avançaient dans le jeu en gagnant de l'expérience et en affrontant des épreuves haletantes. Le réalisateur s'amuse alors avec sa caméra, propose des cadrages intéressants et étonnants. À l'intérieur de cette structure pleine de références et de créativité, Makoto Nagahisa dépeint un Japon sale, sombre, celui où des enfants ne sont pas malheureux de la mort de leurs parents, puisque de toute façon, ils étaient peu présents et pas vraiment aimants. Leurs chansons le proclament et les décors le montrent. On y voit pour une fois des rues sales, des déchetteries, tout ce que le Japon a tendance à camoufler habituellement. C'est un film très étonnant, un drame social complètement pop et coloré, et surtout très divertissant et je vous le recommande vivement. Last Word de Jonathan Nocité est tout à fait le genre de film indé qui me font adorer le fait d'aller au ciné. Celui-ci se déroule en 2085, date à laquelle la Terre n'est plus qu'un immense désert jonché des ruines de nos villes. Nous y rencontrons un homme qui n'a jamais connu le monde d'avant, trop jeune lors du supposé effondrement. Il voyage seul et finit par se convaincre qu'il est le dernier homme. Pourtant, il finit par tomber sur un vieil homme dont le quotidien est régi par le visionnage de films, activité qui semble le maintenir en vie. Ensemble, ils vont tenter de fabriquer une caméra afin de filmer le monde et sa fin.
Mais filmer, c'est capturer pour montrer, et que reste-t-il à montrer quand on ne sera jamais regardé? C'est avec poésie, humilité, ambition que le réalisateur pose la question et montre, filme, réfléchit le médium film et la fin du monde. Sorte de récit initiatique de la fin du monde, Last Word est beau, simple et laisse penseur. Sortilège de Alaeddin Slim est un film tunisien et c'est le film contemplatif de ma sélection pour cette année. On y suit un soldat qui déserte et fuit jusqu'à la forêt qui semble l'appeler. En parallèle, nous rencontrons une jeune femme qui arrive enfin à tomber enceinte après de nombreux essais et qui vient d'emménager près de cette forêt. On y évoque la magie, les cultures et manières de vivre et on en trouve les portes du subconscient. C'est l'histoire de la rencontre de deux âmes qui ont suivi leur instinct de survie pour se retrouver. C'est un film-conte où on ne peut qu'être transporté par la majestueuse bande-son signée Oiseau Tempête, où l'on aborde la télépathie et la destinée avec beaucoup de poésie. Poésie, il y a également dans Adoration de Fabrice Duwels, qui est une sublime histoire d'amour. Il nous conte la rencontre de Paul, 14 ans, simplé, avec Gloria, une adolescente schizophrène enfermée dans l'hôpital psychiatrique où travaille sa mère. Paul, croyant sur ses dires que Gloria est en danger, s'enfuit avec elle à la recherche d'un havre de paix. Tous deux différents des autres enfants, ils vont agir à leur manière et s'aventurer dans la vie avec innocence et une liberté qui fait rêver. C'est une ode à l'amour fou et incommensurable, deux enfants qui vont s'aimer malgré la maladie et la folie du monde. Je vous en ai déjà parlé cette année et vous savez donc déjà peut-être combien j'ai aimé Color Out of Space de Richard Stanley, l'adaptation de La couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft. On y suit comme souvent chez l'auteur des personnages assez classiques qui vont peu à peu sombrer dans la folie. Cette fois-ci, c'est le tour d'une famille isolée dans un immense domaine habité par la forêt, qui voit un jour tomber du ciel une météorite à la couleur étrange. Cette météorite va d'abord attirer leur attention, puis leur faire entendre des voix, sentir une présence. Pourquoi je le trouve génial? Parce que j'ai eu la même sensation qu'à mes lectures des nouvelles de Lovecraft. Ce sentiment d'angoisse d'abord léger qui m'oppresse de plus en plus au fil de ma lecture pour finir par littéralement me terroriser. Nicolas Cage joue à merveille le rôle du père de famille heureux et bon vivant qui se laisse entraîner dans un délire fiévreux et haineux. Les couleurs du film sont sublimes, ayant été poussées à l'extrémité de leur prisme pour leur donner une allure venue d'ailleurs, envahissent complètement l'écran et proposent une vision très esthétique de ce que peut être le cinéma en 2020. Cette année a également été pour moi la réconciliation avec le cinéma de Guy Ritchie, avec la sortie de The Gentleman, son dernier film à tiroir. Un film à tiroir, qu'est-ce que c'est? C'est un film où l'on retrouve de multiples intrigues qui sont finalement imbriquées les unes dans les autres avec ingéniosité et dont les détails importants sont habilement cachés pour mieux être révélés à la fin du film, surprenant bien souvent le spectateur. Ici, on suit un baron de la drogue qui souhaite revendre son empire, vente autour de laquelle vont s'organiser moult manigances, trahisons et entourloupes. Les acteurs Hugh Grant, Matthew McConaughey et Colin Farrell, ils sont formidablement justes et drôles, et tous ensemble ont créé un film qui m'a beaucoup diverti. Et pour terminer avec ce que 2020 a pu nous donner de géniales questions ciné, il y a le film dont je vous ai déjà parlé, The Wave de Gilles Clabin. Le personnage principal est un avocat spécialisé dans les assurances-vie, et dont le travail est justement de trouver comment ne pas verser les assurances-vie aux assurés en trouvant une faille dans leur contrat. Un jour, il fait gagner des millions à son entreprise grâce à l'une de ses entourloupes, et pour fêter ça, son collègue l'emmène faire la fête, un mardi soir, alors que c'est sa soirée série avec sa femme chérie. Pour montrer qu'il sait se détendre, il accepte de prendre une drogue étrange, qu'il attaque par vagues. Ces dites vagues le transportent alors à la manière du voyage dans le temps. Ce film est un pur divertissement. Conscient, je crois, de ne pas réinventer les thématiques du voyage dans le temps et de la drogue au cinéma, il propose de jouer avec les codes de ces films-ci pour surprendre et amuser le spectateur habitué. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré sa sortie confidentielle, il sera disponible dès mars 2021 sur Hotbuster. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait le calcul pour cette année, je suis allée voir 72 films au cinéma. Et j'ai évidemment vu encore beaucoup de choses très chouettes. Mais j'ai essayé de vous faire un résumé de ce que j'estime à ne pas manquer cette année. S'il y a des films que vous avez aimés et dont vous n'avez pas entendu parler dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis très preneuse de tous les conseils que vous pourrez nous donner. À moi et à tous les gens qui ont envie de lire les commentaires dans la vidéo. Comme d'habitude, merci à ceux qui partagent, qui like, qui commentent. C'est ça qui fait du bien au moral et qui donne envie de continuer. Quand je fais pas des vidéos, vous pouvez me retrouver sur le Grand Banquet de Lola sur Facebook et Instagram, me soutenir sur ma page Utip. Je mets tous les liens disponibles dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera donc de jeudi à 18h, je vous dis à très bientôt en commentaire et sur les réseaux. Salut!